bonsoir à tous. Nous allons aujourd'hui parler de la matière noire à l'échelle des galaxies. Donc le plan de l'exposé, ce sera d'abord on va donner une petite historique sur les premiers travaux qui ont donné les courbes de rotation des galaxies, ce qui était assez difficile. On va parler des traceurs, est-ce que ce sont les étoiles, le gaz ionisé, le gaz atomique H1, le gaz neutre, le gaz moléculaire. Et on essaiera de bien détailler qu'est-ce qu'on tire des courbes de rotation des spirales. Ce qu'on aimerait faire, c'est tirer des relations générales, par exemple en fonction de la masse, de la densité de surface, de manière à avoir des contraintes sur la nature de cette matière noire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer la gravité modifiée ou pas? Donc, et puis on regardera ce qu'on peut dire des galaxies elliptiques, qui sont aussi des galaxies qui ont de la matière noire, peut-être moins, on va voir pourquoi. On parlera des relations d'échelle et puis peut-être l'évolution dans le temps avec le redshift. Donc déjà, la matière noire, donc, elle domine dans les galaxies. Quand on dit elle domine, d'abord, je voudrais rappeler ce camembert que vous avez vu plusieurs fois, qui est le contenu de l'univers. On sait qu'il y a 5% de baryons seulement. Alors baryons, c'est la matière ordinaire, celle qu'on connaît, qui rayonne dans les étoiles, le gaz, etc. Donc protons, neutrons. Et puis il y a 25% de matière exotique dont on ne connaît pas du tout les particules. Et puis on ne parlera pas aujourd'hui, mais il y a 70% d'énergie noire. Ce sera pour un autre jour. Donc ici, quand on regarde la fraction universelle de baryons, qu'on appelle FB, fraction de baryons, c'est-à-dire c'est 5% sur la matière totale, c'est 25 plus 5, puisque c'est toute la masse. Le reste, ce n'est pas de la masse. Donc vous avez une fraction universelle de baryons qui est 17%. Donc dans l'univers, il y a 17% de baryons. On peut le dire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire la masse totale sur la masse de baryons, c'est 6. Bon, un sixième fait 17%, c'est équivalent, donc de chaque côté. Donc quand on forme des galaxies, on s'attendrait à ce que la matière noire se condense, de même que les baryons, et que dans les galaxies, il y ait eh bien, la fraction universelle, 17% de baryons. En fait, non. En fait, non, et c'est curieux, on va essayer d'expliquer pourquoi. Ici, si on met dans ce diagramme la fraction de matière visible sur la matière totale, en fonction de la masse du halo noir, justement, alors ça c'est en log, c'est-à-dire ici c'est 10 puissance 10, 10 puissance 11, 10 puissance 12. Par exemple, notre galaxie, elle a une masse totale de 10 puissance 12 quand on prend la matière noire autour. Et on est ici, notre galaxie, c'est des galaxies géantes. Eh bien, on voit que par les observations, vous avez des couleurs qui représentent tous les papiers des observations, eh bien, on voit que au maximum, on a 4%. C'est-à-dire que dans les galaxies, on n'a pas tous les baryons qu'on pourrait avoir. La fraction universelle baryon n'est jamais atteinte, au maximum 4% au lieu de 17%. Donc ça veut dire que dans une galaxie, lorsqu'elle se forme, au départ vous avez peut-être 17%, mais ensuite, peut-être à cause de la formation d'étoiles, les supernovae qui éjectent le gaz, ou alors pour les massives, ce sera peut-être le trou noir central qui va éjecter le gaz, eh bien tous les baryons vont se retrouver dans le web, la toile cosmique de filaments. Et les baryons sont sortis, jusqu'à 80% des baryons sont sortis dans le web cosmique. On ne retrouve pas tous nos baryons. Alors par contre, ça c'est, quand on dit ça, quand on domine, c'est jusqu'au rayon de Viriel. Alors qu'est-ce que c'est que le rayon de Viriel? C'est le rayon total de la galaxie, matière noire comprise, dans lequel on peut dire la gravité est due à la galaxie. Au-delà de ce rayon, ce sera l'espace intergalactique. Donc tout ce qui est antérieur de ce rayon du Viriel, qui peut être très grand, hein. Par exemple la galaxie, ça fait à peu près 20 kPa, ce sera 10 fois plus grand, ce rayon qui est le puits de potentiel dans lequel tout est lié gravitationnellement. Donc c'est dans ce rayon-là que la matière noire domine. Par contre, si on prend la galaxie optique, par exemple ici, vous avez une galaxie avec des étoiles, et ce n'est que la partie centrale. À ce moment-là, les baryons tombent au puits de potentiel et ils dominent à ce moment-là cette partie centrale. Par contre, quand on prend toute la galaxie, eh bien, on est dominé par cette matière noire. Et encore plus quand les galaxies sont petites. On voit que là, on a les petites masses. C'est encore plus dominé par la matière noire. Ici, on a les grosses galaxies. Et puis ici, on aura les groupes et les amas qui seront autre chose. Donc, quand on regarde un peu l'historique, comment on a découvert un peu toute cette matière invisible qu'il y avait dans les galaxies, ben, on peut peut-être remonter même à Poincaré.
qui en 1906, alors en 1906, on n'avait pas encore fait le grand débat en 1920 qui montrait qu'il y avait des galaxies en dehors de la Voie lactée. Donc il parlait de la Voie lactée et il parlait des étoiles obscures qui pourraient rendre compte. Il avait aussi calculé la masse dynamique. Il voyait que la masse qu'il fallait pour retenir les étoiles était bien plus grande que la masse des étoiles observées, celles qui brillaient. Donc il disait qu'il y avait des étoiles qui brillaient, puis des étoiles obscures. Lorsqu'une étoile a fini de manger son combustible, elle va être noire. Donc il pensait que c'était peut-être toute cette matière noire était là-dedans. Il avait même dit, pouvons-nous considérer que l'évolution de la Voie lactée a commencé quand la matière était encore noire? J'aime bien cette phrase parce que c'est exactement ce qui arrive en fait. Aujourd'hui, on sait que les galaxies commencent par un halo de matière noire, et puis ensuite, les baryons tombent dans le halo de matière noire pour former les étoiles. Donc ça, c'était un peu d'intuition, mais il ne savait pas vraiment... on ne parlait pas de la même chose. Aujourd'hui, on parle d'une matière invisible qui n'est pas formée de matière ordinaire. Il y avait en 1932 Jan Oort, qui était un remarquable astrophysicien aux Pays-Bas, et qui avait regardé dans la Voie lactée, toujours, regardé les vitesses des étoiles perpendiculaires au plan. Il avait trouvé que ces vitesses, donc par effet Doppler sur les raies des étoiles, elles étaient très très grandes, bien supérieures à celles qu'on pourrait supposer si on regardait que la masse était seulement la masse visible. Il fallait beaucoup plus de masse pour retenir ces étoiles, sinon elles seraient évaporées. Donc il avait supposé qu'il y avait d'autres matières qu'on ne voyait pas, des solides, des poussières, des gaz, ou bien des astres morts, ce sont les étoiles obscures de Poincaré. Et en 1940, il a aussi regardé la courbe de rotation de NGC 3115, que vous voyez là, qui est une spirale de type très précoce, peut-être une lenticulaire, et il regardait le rapport entre masse dynamique, qui déduisait de la courbe de rotation, et la masse visible. Et donc à ce moment-là, on peut en déduire M, masse dynamique, sur la luminosité. Il y avait des rapports 250 en unité solaire, c'est-à-dire que dans cette unité, M sur L égale 1 pour une étoile, comme le Soleil. Au pire, on peut avoir M sur L égale 2, 3, mais 250, ça voulait dire qu'il y avait énormément de masse invisible. À la même période, en 1939, Babcock avait fait la première courbe de rotation de Messier 31, notre voisine Andromède. Alors, vous voyez, c'était très très préliminaire. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Là, au début, normalement, il aurait dû avoir 300 km par seconde. Et il ne l'avait pas vu. Donc, c'était quand même entaché de beaucoup d'erreurs. Mais quand on regarde bien, il avait, en fonction du rayon ou du kiloparsec, jusqu'à 17 kiloparsecs, il avait comptabilisé la luminosité des étoiles en luminosité solaire par parsec cube, et puis la masse dynamique. Et vous voyez qu'elle augmentait. Donc le rapport M sur L aussi était, alors au début c'est compatible avec des étoiles, et puis ensuite 62 c'est pas du tout compatible. Ça veut dire qu'il y a plein de masses invisibles. Donc là il l'avait fait avec des traceurs qui étaient à la fois les étoiles et puis le gaz qui émet des raies de recombinaison, de Balmer, et puis les raies de l'oxygène, etc. Alors aujourd'hui, quand on compare, j'ai bien mis ce qu'on sait aujourd'hui de la galaxie Andromède et de sa courbe de rotation pour comparer. Le contraste est quand même frappant puisque nous, on se sert du gaz d'hydrogène neutre, atomique, qu'on appelle H1, la première espèce de gaz, ça s'appelle H1. Et vous voyez que la galaxie d'Andromède, elle est bien plus grande que la galaxie optique. La galaxie optique ici, elle fait 1 degré ou 2 degrés. Ici, on a 4 degrés au moins, même plus. Donc avec le gaz H1, on va bien plus loin. Donc on a une courbe de rotation qui est plate et qui va très très loin. Quand on s'arrête à 38 kiloparsecs, donc ça c'est la fin de la galaxie optique, donc on a un rapport de masse totale sur masse baryonique de 4. Vous voyez qu'on n'a pas encore atteint le rapport 6 qui est le rapport universel. Ça veut dire qu'au centre, les baryons sont plus concentrés que le rapport universel. Et puis quand on va jusqu'à 159 kiloparsecs, c'est presque le rayon du virial, c'est-à-dire le rayon le plus de potentiel de la galaxie. À ce moment-là, on arrive jusqu'à 20, donc bien au-delà du rapport 6 qui est universel. Donc on a beaucoup plus de matière noire que de baryons, même comparé avec le pourcentage de tout l'univers. Donc c'est ça qu'il faudrait expliquer, pourquoi les baryons sont sortis du puits de potentiel. Donc revenons donc historiquement, après les premiers résultats de 1940, on voit qu'en 1960, on commence à avoir de plus en plus de courbes de rotation, mais toujours optiques, et un petit peu d'hydrogène à 21 cm. Cette raie a été découverte en 1951. Et dans les années 50 et 60, on a commencé à faire des radiotélescopes et regarder cette raie. Et donc, on a commencé à avoir des courbes qui allaient un petit peu plus loin. Donc ici, on avait des courbes théoriques
théorique, ça veut dire celle qu'on prédit à partir de la luminosité des étoiles. Et on voyait que parfois, la courbe observée était supérieure à la courbe théorique, ce qui veut dire qu'on avait par exemple des trajectoires qui n'étaient pas circulaires. Si vous avez une barre dans la galaxie, la barre crée des orbites elliptiques. Donc lorsque vous êtes au péricentre, vous avez beaucoup plus que la vitesse circulaire, et lorsque vous êtes à l'apocentre, moins. Donc si vous avez une barre vers vous, vous avez des vitesses au-delà de la vitesse circulaire, si vous voulez. C'est pour ça que parfois on avait des vitesses plus grandes que prédites et parfois inférieures. C'est tous ces problèmes-là qui compliquaient un petit peu les résultats et ne permettaient pas de convaincre de toute cette masse invisible. Mais tout de même, par exemple, Arrigo Finzi en 63, il écrit un papier en disant il y a beaucoup de matière invisible, peut-être qu'on se trompe sur la loi de la gravitation. Déjà, il y avait des petites idées de ce genre. Alors, celle qui a vraiment établi de façon robuste l'existence de cette matière invisible dans les galaxies, c'est Vera Rubin, que vous voyez ici. Elle a vraiment systématiquement regardé avec des traceurs optiques, des raies du gaz, avec les raies de Balmer, etc., un grand nombre de galaxies en fonction de leur type et de leur masse. Alors ici, j'ai pris une planche de ces papiers, là, où il y avait 23 galaxies de type SB, donc plutôt tardif, et de masses différentes. Ici, vous avez des petites masses, des grandes masses, des grosses galaxies, des petites, etc. Et elle avait trouvé qu'on pouvait expliquer le centre des galaxies avec un rapport M sur L qui était stellaire, c'est-à-dire 2, 4 ou 6. De 4 ou 6, ça dépend de la population de l'étoile. Si vous avez des galaxies qui ont beaucoup de gaz et qui forment beaucoup de jeunes étoiles, alors les jeunes étoiles, c'est des étoiles OB qui sont assez massives et qui rayonnent beaucoup, la luminosité étant proportionnelle à la masse de l'étoile à la puissance 4, donc vous avez un rapport M sur L très petit. Donc par exemple 2 ici en moyenne, et puis les types un petit peu précoces, SA et même lenticulaires, ce sont des vieilles étoiles. Alors là, elles ne rayonnent pas beaucoup, donc le rapport M sur L est grand. Donc tout ça, ce sont des rapports stellaires. Maintenant, si vous dépassez vous êtes au-delà de 10, alors là, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire sans matière invisible. Donc l'hydrogène atomique a été un des éléments qui permet d'aller très très loin, comme je l'ai dit. Alors voici quelques exemples. Vous avez en rose l'image optique de la galaxie, qui est fait avec Spitzer, le satellite Spitzer, donc à 2 microns, 3 microns. On a les vieilles étoiles à ces longueurs d'onde-là, infrarouge proche. Et puis en bleu, vous avez le gaz d'hydrogène atomique, qui est tracé en radioastronomie par l'arrêt à 21 cm. Alors vous voyez des galaxies assez grandes, géantes, comme la Voie lactée, et vous avez des galaxies à faible brillance de surface. Ce sont des galaxies naines en général, toutes celles qui ont une faible brillance. Vous voyez qu'en blanc, là vous avez un point blanc, c'est la galaxie optique. Tout ce qui est bleu, c'est l'hydrogène atomique. Donc l'hydrogène, il est beaucoup plus massif que les étoiles elles-mêmes. Et ce sont des trésors pour regarder la distribution de matière invisible, car la matière domine dès le centre. Alors que dans une galaxie géante comme ça, la matière attend le rayon optique pour dominer. Ici, vous avez 1601 qui est optique. Vous voyez qu'on est dominé par le bulbe. Donc les étoiles sont très concentrées. Et puis lorsque vous regardez le gaz atomique, il y a plutôt un trou au centre. Alors pourquoi il y a un trou au centre? Simplement parce que dès que le gaz se condense, eh bien, il change de phase. Au lieu de atomique, il va devenir hydrogène moléculaire, H2, HH, H avec un souscrit 2. Et donc, vous devez avoir un autre traceur, qui est le traceur de gaz moléculaire. Donc ici, la superposition de la galaxie optique et H1. Donc voici ce que donnent les contours en vert ici, sont la carte de l'hydrogène atomique autour de la galaxie de faible brillance de surface, la galaxie naine, la 2915. Vous voyez que ce sont très étendus et ça permet d'avoir une carte de vitesse. Alors rouge, ça veut dire décalé vers le rouge, qui s'en va, et bleu qui se rapproche de nous. Et vous avez un diagramme de l'araignée, on va voir pourquoi, ça a une forme d'araignée. Et dans ces galaxies-là, vous voyez que la masse de gaz est bien supérieure à la masse des étoiles. Donc c'est une galaxie qui n'est pas évoluée, qui n'a pas formé beaucoup d'étoiles, elle a toujours encore plein de gaz, et la matière noire encore plus. Donc on est vraiment dominé par la matière noire dans ces galaxies. Vous voyez la courbe de rotation qui est déterminée par le gaz. Alors pourquoi on appelle ces courbes d'araignée, les diagrammes de l'araignée? Alors simplement ici, on a une
courbe de rotation typique qu'on a normalisée à la maximum de la vitesse, donc il y a 1 ici, normalisée à un certain rayon caractéristique, et on voit que la vitesse de rotation va dépendre de l'inclinaison déjà. Ici, vous avez l'observateur. Si vous regardez avec i égale 0, vous allez voir une galaxie de face et vous verrez aucune vitesse, puisque les vitesses sont dans le plan et vous attendez à avoir une vitesse qui vient vers vous. Donc c'est 0. Donc on voit bien que la vitesse observée va être la vitesse systémique. Alors ça veut dire que c'est la vitesse qui dépend de l'expansion de l'univers. C'est le référentiel de la galaxie. Ici, on l'a mis à 0, on a enlevé la vitesse systémique. Et puis ensuite, on a deux composantes de vitesse, qui est la vitesse circulaire de rotation, ici, tangentielle, et puis la vitesse radiale, petit vr. Alors les deux sont multipliés par sinus i, parce que lorsque i égale 0, on a 0. Donc ça, c'est les deux. Et puis ensuite, l'autre, v0 et vr, qui sont orthogonales, l'un sera multiplié par cosinus phi, phi c'est l'angle qui vient vers vous, et l'autre sinus phi, donc c'est les deux projections sur la direction radiale qui vient vers l'observateur. Donc c'est cette quantité-là que l'on reporte là. Les bleus, c'est ce qui vient vers vous, et les rouges, c'est ce qui s'en va. Et vous voyez que ça a une forme d'araignée, si on peut dire. Donc on s'attend toujours à voir ce diagramme de l'araignée. C'est ce qu'on voit dans les courbes de rotation. Alors, la matière noire va dépendre du type de la galaxie. Si on a, par exemple, une spirale avec un petit bulbe, donc de type tardif, la concentration de masse n'est pas très forte, et on aura plus la masse baryonique est concentrée dans les étoiles, et moins il y aura de matière noire en proportion. Donc, par exemple, lorsque vous avez une galaxie elliptique qui n'est que du bulbe, presque, la plupart des galaxies elliptiques ont un petit disque. Ici, vous avez un disque de poussière autour de ceinture USA, mais les galaxies elliptiques sont beaucoup plus concentrées. Donc, il y a très peu de matière noire au centre des galaxies elliptiques, il y en aura un petit peu au bord. Et les spirales, c'est pareil. Vous voyez que les spirales ont un disque très, très, très fin, surtout dans le gaz et la poussière que vous voyez là. Les étoiles un petit peu moins. Et puis les galaxies naines, alors là, on va être complètement dominé par la matière noire dès le centre. Donc ça va nous permettre de vraiment un laboratoire à matière noire pour déterminer sa distribution. Alors pour le centre, ce qu'il nous faut, c'est, on a vu que le gaz hydrogène atomique, il y avait un trou au centre. Donc ce qu'on va observer, c'est le gaz moléculaire. Alors le gaz moléculaire, normalement, ce serait H2. Je ne sais pas où je l'ai écrit, H2, je ne l'ai pas écrit. Peu importe, la molécule d'H2. Et cette molécule H2 est symétrique, donc elle ne va pas rayonner lorsque la raie de rotation. On va devoir attendre le quadrupôle et non pas le dipôle. Il n'y a pas de dipôle. Et donc, lorsque on a du gaz froid, et c'est le gaz, quand on dit froid, il est à 10 ou 15 degrés Kelvin, donc très froid, et ce gaz ne rayonne pas du tout dans les raies de rotation. Donc, ce qu'on va faire, c'est un traceur qui s'appelle la molécule CO, monoxyde de carbone, qui est la plus abondante après H2. Alors, plus abondante, c'est quand même 10-4 par rapport à H2, mais c'est quand même un traceur important. Vous avez ici une courbe de rotation de cette galaxie-là, qui est presque vue par la tranche, et qui est due à la molécule CO. Cette molécule CO est à 2 mm de longueur d'onde, ou 1,3 mm selon le niveau de rotation. Donc dans ce petit tableau, on montre bien les trois traceurs essentiels. Donc l'atome H1, 21 cm, qui est plus facile à observer, parce qu'il est partout, il est très étendu. Par contre, comme c'est 21 cm, la longueur d'onde, la résolution que l'on a est moindre, puisque la tâche de diffraction, c'est en lambda la longueur d'onde sur la dimension du télescope, D, et qu'on a beau avoir des grands télescopes, la longueur d'onde est très grande, 21 cm par rapport à 0,5 microns dans l'optique. Donc on a des résolutions de 7 secondes, 30 secondes, ce qui n'est pas très grave, puisque de toute façon, on va échantillonner les bords de la galaxie. Pour le CO, on a quelque chose de plus résolu, 1,5 secondes typiquement, avec des interféromètres, et puis en H-alpha, évidemment, c'est l'optique. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre de la seconde, puisque l'atmosphère nous gêne, mais on peut aller jusqu'à la seconde. Alors avec quels instruments on observe? Alors les atomes à 21 cm, c'est surtout au départ aux Pays-Bas. Il y a à peu près 14 antennes de 25 mètres. Et puis depuis les années 80, c'est le VLA aux États-Unis, Nouveau-Mexique, où on a 27 antennes de 25 mètres. Par contre, le futur, parce que ça c'est déjà ancien, ça commence à être ancien, le futur, ça va être le SKA, le Square Kilometer Array, ça veut dire un télescope composé de plusieurs télescopes dont la surface totale sera 1 km².
ou 1 million de mètres carrés. Donc là, c'est vraiment l'avenir. C'est un télescope mondial où les Chinois participent, de même que le Canada, l'Europe, l'Australie, etc. Et vous avez, par exemple, en Afrique du Sud, ces antennes qui ont déjà commencé, il y en a 64, et il y en aura 200. Vous voyez, 200 antennes par rapport à 27 qu'il y avait autrefois. Donc on va augmenter extrêmement notre sensibilité et on va pouvoir observer des galaxies un peu plus lointaines. Aujourd'hui, avec ces instruments-là, on ne va qu'à un redshift de 0,1, ce qui est très peu, c'est vraiment proche. C'est des galaxies proches qu'on peut observer. Au-delà, on ne peut pas. Alors pourquoi on ne peut pas? C'est que la raie de 21 cm, c'est une raie interdite. Vous avez une raie hyper fine des deux niveaux de l'état fondamental d'hydrogène et le coefficient d'Einstein est de 10-15, c'est-à-dire il faut attendre 1 million d'années pour que l'atome se désintègre. En laboratoire, évidemment, l'atome va rencontrer une paroi et donc c'est une raie interdite en laboratoire. Dans l'espace, on peut, mais on attend 1 million d'années pour chaque raie. Alors évidemment, il y a des millions et des milliards d'atomes, donc c'est pour ça qu'on la voit, mais c'est quelque chose qui est faible, c'est une raie faible par rapport aux raies de l'hydrogène avec les raies de Balmer qui sont permises. Là, c'est une raie interdite, en quelque sorte. Et puis, donc, en millimétrique, on peut regarder le gaz moléculaire. Vous avez le télescope ALMA, dans le désert d'Atacama, et qui a 64 antennes de 12 mètres, et qui a un plateau dans l'Atacama qui est à 5500 mètres d'altitude. Donc ça permet d'avoir des atmosphères très pures pour observer ces ondes millimétriques. Vous avez aussi au Chili le VLT pour regarder H-alpha. Vous avez un instrument MUSE qui maintenant ne regarde pas à chaque point un spectre, mais regarde chaque pixel. Vous avez une fibre optique qui va vous faire un spectre. Donc d'un coup, vous pouvez avoir un cube de données. En chaque point, vous avez un spectre, donc vous avez la vitesse en chaque point, et vous avez un cube qui va vous donner XY, la carte, et puis à chaque vitesse, vous aurez une carte. Donc vous avez vraiment un cube de données, un peu comme est obtenu, par exemple, avec ALMA. Alors tous ces instruments nous donnent maintenant un grand nombre de courbes de rotation, donc au moins 1000, même plus, on a 3000 aujourd'hui. Donc on a un petit échantillon ici, on a la vitesse de rotation en fonction du rayon, en kiloparsec. Vous voyez que le Soleil serait là, pour notre galaxie. Et ça, ce sont des courbes qui sont données par le gaz atomique, qui va bien plus loin, hein, comme le montre par exemple cette galaxie optique, qui est Messier 83. On voit qu'elle est juste au centre, cette galaxie optique. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est le gaz atomique H1, qui a été fait par le VLA, ici. Et donc, on voit qu'il y a des petites galaxies dont la courbe de rotation monte, et puis il y a des grosses galaxies qui montent et puis qui redescendent, et puis finalement, c'est toujours plat, à 4 ou 5 fois le rayon. Alors, si c'est plat, ça veut dire quoi? Comme on sait que V2 sur R, enfin, V2 est en GM sur R, hein, c'est l'accélération V2 sur R, qui est GM sur R2, ou V2 est en GM sur R. Donc, on voit que si V est constant, eh ben, la masse est proportionnelle au rayon. Donc, par rapport ici, là, si vous avez 4 fois plus de rayons, vous avez 4 fois plus de masse à 40 qu'à 10. Donc, la masse croît avec le rayon. Et c'est pourquoi il faut savoir où ça s'arrête aussi. On va voir où on s'arrête. On s'arrête justement au rayon de Viriel qui finit le puits de potentiel et qui commence l'espace intergalactique. Alors, voici un échantillon qui s'appelle THINGS pour un anagramme qui veut dire H1, galaxie, survey de galaxies proches en H1. Et l'intérêt de ce poster, en fait, c'est de voir la grande diversité des tailles de galaxies. Ici, elles sont toutes à la même échelle. Vous avez une petite flèche là qui vous donne 10 kiloparsecs. 10 kiloparsecs, c'est la taille entre le centre de la galaxie et le Soleil, c'est 8 kiloparsecs. Donc vous voyez, ici c'est petit, enfin c'est presque la moitié d'une taille de galaxie. Vous voyez qu'il y a des galaxies géantes, il y a des galaxies plus ou moins, et puis ensuite des galaxies que vous connaissez, M101, M83 qu'on vient de voir. La Voie lactée, elle est ici. C'est une galaxie géante mais moyenne, elle est dans la moyenne. Hein. Et puis ensuite, vous avez des tas de petites galaxies plus naines, jusque-là. Ce sont celles-là qui nous intéressent beaucoup parce qu'il y a plein de matière noire, mais ce que ne voyaient pas les anciens, hein, par exemple Vera Rubin ne regardait que des galaxies de ce type-là, géantes. Donc elles n'étaient pas dominées par la matière noire au centre. Maintenant, on peut regarder tout ça. Mais voyez un peu la diversité de taille qu'il y a entre les galaxies. Alors par exemple, comment on fait une modélisation de galaxies? Bon, vous avez par exemple 6946 qui était une de ces galaxies-là. Vous devez regarder un petit peu qu'est-ce qui est dû aux étoiles, la masse visible.
Donc ici, c'est une galaxie prise en lumière visible, et ici en lumière infrarouge. Et l'infrarouge est beaucoup plus près de la masse des étoiles, puisque ce sont les vieilles étoiles qui ont une faible luminosité. Ici, on est un peu trompé par les étoiles OB qui ne durent que 10 millions d'années et qui émettent énormément de luminosité, mais pour très peu de masse. Donc on préfère avoir cette carte en infrarouge. Et vous voyez que la distribution, la densité de surface, elle est d'abord due ici au bulbe, qui est très brillant. Et puis ensuite, on a quelque chose qui décroît de façon exponentielle, puisqu'ici vous avez un log, et ici c'est linéaire, donc vous avez une décroissance exponentielle donc du disque des galaxies. Ça c'est typique, on a toujours un disque exponentiel, densité de surface qui varie exponentiellement. Et puis en vert, vous avez le gaz, et que le gaz est assez plat, n'a pas du tout la distribution exponentielle, et puis domine lorsque on a terminé les étoiles, et bien on domine avec le gaz H1. Ici vous avez le diagramme de l'araignée, ici c'est rouge, redshifté, ici bleu. Donc comment fait-on? En fait, on regarde d'abord l'image stellaire avec l'image infrarouge et on a la densité donc stellaire et on écrit l'équation de Poisson qui dit que le potentiel, le gradient carré du potentiel est égal proportionnel à la densité. Donc chaque masse va créer son potentiel et on va créer le potentiel dans chaque pixel. On a le lien entre la densité surfacique et volumique parce qu'on a une certaine épaisseur. L'épaisseur est assez faible pour les galaxies spirales, c'est de l'ordre d'un dixième du rayon, donc c'est quelque chose de plat, on peut très facilement l'implémenter. Et puis on a donc la vitesse qui est due à la galaxie optique, puisqu'on a mesuré la densité de ce qui brille, et on a la vitesse qui est due au bulbe, par exemple. Déjà ici un bulbe, ce qui est dû au bulbe, ici ce qui est dû en bleu au disque stellaire, ce qui est dû au gaz en vert. Vous voyez, à chaque fois, on a la contribution de chacun. Et la contribution de chacun se somme au carré, puisque ce qui est linéaire, c'est le potentiel. Il faut sommer tous les potentiels. Et donc, on va sommer les contributions au carré. C'est pour ça que le gaz, lorsqu'il fait que 10%, sa contribution au carré va être très faible. Il ne va pas compter beaucoup dans les galaxies géantes. On va voir que dans les galaxies naines, il va compter beaucoup, mais pas beaucoup. Donc, entre le disque stellaire et le gaz, vous voyez, il n'y a que ça qui va compter. Donc, tous les baryons vont donner la courbe en noir. Et ce qu'on observe, c'est ça. Donc, on en déduit la distribution de matière noire qui est due à ça. Alors, c'est pas exactement précis parce qu'on a plusieurs possibilités. On peut jouer un petit peu sur le rapport M sur L des étoiles. Par exemple, on peut supposer un rapport M sur L constant ou alors variable. Et certains prennent un disque maximum. Vous voyez qu'on ne pouvait pas avoir une vitesse qui va au-delà de ce qui est observé. Donc, on prend le maximum de disques. Donc avec un rapport M sur L qui est un peu différent, et donc on aura moins de halo. Donc le halo et le disque maximum sont un petit peu dégénérés, mais en gros ça nous donne quand même, avec une certaine barre d'erreur, la distribution de matière noire. Alors on sait que, et ça c'est très important, il nous faut beaucoup de résolution au centre des galaxies, car on voudrait savoir si, comme le prédisent les simulations numériques, on a un pic de matière noire au centre. Pardon. Donc en fait, quand on a des galaxies naines où on est vraiment dominé par la matière noire dès le centre, on s'aperçoit qu'on n'a pas de pic de densité de matière noire, mais plutôt un cœur, c'est-à-dire un plateau. Et donc pour avoir ça, il nous faut justement le CO et le H-alpha qui ont beaucoup de résolution au centre. Le H1 ne donnera rien, il y a un trou de H1. Donc on a besoin de tous les traceurs. Alors pour la Voie lactée, est-ce qu'on a aussi combien de renseignements on a? Pas beaucoup. Le Soleil est ici, à 8 kPa du centre. Ça, c'est une vue d'artiste. On est dedans, donc on ne voit pas vraiment. On sait qu'il y a une barre. Et puis, on a le bulbe qui donne ça, le disque, les baryons, et puis le halo de matière noire. Mais ce n'est pas aussi bien déterminé. Pourquoi? Parce qu'on a une ambiguïté de distance. Cette ambiguïté de distance, elle est ici. Vous voyez qu'on est au Soleil, ici. On a tracé quelques cercles. Alors, au-delà du Soleil, on n'a qu'une seule vitesse, mais vous voyez que si on a une ligne de visée ici, eh bien, on peut se trouver avec des vitesses exactement égales pour des régions proches, ce qu'on appelle near, les proches, et les régions lointaines. Pourquoi? Parce qu'on regarde que la projection sur la ligne de visée. Alors, ici, on a une vitesse à chaque rayon, mais la seule qui est tangentielle, c'est celle-là, le 3, c'est tangent au rayon, donc on a la véritable
vitesse circulaire ici, mais là on n'a que la projection d'une certaine vitesse. Et donc quand on regarde ici le proche, ça va nous donner cette absorption 1, 2, et puis 3, on va dire que ce n'est pas proche. Et lorsqu'on va le prendre, le 3, 2, 1, on va encore avoir les mêmes vitesses pour quelque chose qui est très loin. Alors comment on résout cette ambiguïté de proche et lointain? Eh bien, on regarde si le gaz est associé à des étoiles. Les étoiles, on connaît la distance parce qu'on connaît la masse, la luminosité, et on sait les situer beaucoup mieux. Donc on arrive à faire des déprojections, mais c'est très incertain. Vous voyez un peu, malgré tous les efforts qu'on a fait avec l'arrêt de HA 21 cm, voici une carte déprojetée. Alors le soleil est là. On voit bien que là, on ne pourra pas savoir où est le gaz parce que la vitesse, normalement, elle est tangentielle, elle n'est pas vers nous. Et donc, on a renoncé à avoir le gaz ici. Et puis là, on s'aperçoit qu'on a comme des doigts de Dieu. Et en fait, on est biaisé parce qu'on est dans cette direction-là. Et on a des bras spiraux un petit peu, mais on n'a rien au centre, bien sûr. Et ici, on a en couleur, rouge et bleu, on a la carte en fonction de la longitude, les vitesses en fonction de la longitude de la molécule CO. Au centre, on a beaucoup plus de gaz moléculaire. Ici, on n'a pas de gaz atomique, on a beaucoup de gaz moléculaire. Et ce qu'on voit, c'est que la vitesse est très non circulaire. C'est là qu'on voit bien la barre. Vous voyez qu'on va jusqu'à 280 km par seconde, même à une longitude de 0. Si la vitesse est circulaire, on devrait avoir une vitesse nulle. Et en fait, on a une vitesse de 200. Pourquoi? Parce qu'on a une barre qui vient vers nous et on n'a pas de vitesse circulaire. Alors, récemment, on a beaucoup plus de précision grâce à Gaia, qui est un satellite astrométrique. Donc on a la position, la distance et la position des étoiles très précisément. On a aussi les mouvements propres, donc on n'a pas que la vitesse qui vient vers nous, mais la vitesse dans le plan du ciel. Et puis on s'aperçoit que peut-être la vitesse, en tout cas pour les étoiles, puisque Gaïa ne regarde que les étoiles, ça descend un tout petit peu, enfin bon là c'est de 160 à 200. Et puis, enfin, pourquoi il est très important d'avoir la quantité de matière noire qu'on a autour du Soleil, c'est qu'on aimerait détecter de façon soit directe ou indirecte. Alors, détection directe, comme vous le savez, il y a beaucoup d'expériences dans les tunnels, le tunnel du Grand Sasso, par exemple, aux États-Unis, qui essaient de détecter les particules de matière noire qui nous viennent sur Terre, en fait, par des reculs de détecteurs, des tonnes de détecteurs, des tonnes de xénon. Donc il est important de savoir si autour du Soleil il y a beaucoup de matière noire, parce qu'on est dans la galaxie, c'est uniquement ces matières noires qu'on va détecter. Aussi de façon indirecte, parce que la matière noire, elle est une particule neutre qui est sa propre antiparticule, donc dans les endroits denses, elle va s'annihiler et produire des rayons gamma. On n'a encore jamais détecté, mais on a des bonnes limites supérieures, donc qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup de matière noire au niveau du Soleil, mais on aurait aimé justement en avoir une idée en ayant la courbe de rotation, et c'est pas facile. Alors, il y a aussi les masers, des molécules qui, par l'interférométrie à très longue base, on peut avoir une résolution même meilleure que l'optique, à des milliards de secondes. Et là, en effet, on a beaucoup de masers qui sont détectés dans les bras spiraux, et on peut avoir une courbe de rotation qui est relativement plate, qui est un petit peu différente de celle de Gaïa, mais Gaïa ne voit pas le plan, en fait, puisqu'il y a beaucoup de poussière. Gaïa regarde les étoiles un peu en dehors du plan, et c'est pour ça peut-être qu'on a une courbe qui descend un peu. Alors justement, est-ce qu'il y a quelle est la densité de matière qu'il y a au niveau du Soleil, vraiment au voisinage du Soleil? Eh bien, ici, on a beaucoup d'incertitudes. La courbe de rotation nous donne cette densité-là. Au voisinage du Soleil, on a ces barres d'erreur énormes. Et comme vous le voyez, la matière noire ne domine pas du tout. On a une grosse barre d'erreur, mais ici, on a surtout la masse totale, c'est 0,1 en masse solaire par parsec cube, donc au voisinage du Soleil. En fonction de l'altitude, en Z, perpendiculaire au plan. Et puis on a des étoiles, on a du gaz H1, on a du gaz moléculaire. Et puis la matière noire, alors elle est supposée constante parce qu'on dit que c'est un halo sphérique, alors que le reste est dans un plan. C'est pour ça que ça décroît. Mais tout ça, on n'est même pas sûr qu'il y ait beaucoup de matière noire. Et même, on pourrait s'en passer dans la masse dynamique au niveau du Soleil, en volume en tout cas. Peut-être pas en densité de surface, parce qu'à ce moment-là, dès qu'on va très loin, le halo va dominer. Mais dans le plan, il se pourrait qu'il n'y ait pratiquement pas de matière noire, donc ça, c'est un gros problème. Alors, jusqu'à 200 kg par sec, c'est-à-dire le rayon du viriel, le rayon qui termine la galaxie, eh bien, on a encore une courbe plate qui est due au gaz, et puis on voit que ça commence à décliner à 60 kg par sec. Ça commence à décliner, on commence à avoir
une matière noire qui commencera, évidemment, elle doit tomber à la fin de rayon de la galaxie. Alors, on va essayer d'avoir une courbe universelle. On a maintenant des milliers de courbes de rotation et on a certainement une courbe généralisée qui va pouvoir nous dire pour telle masse on aura telle courbe et ainsi de suite. Alors ici vous voyez 4 courbes de rotation pour une galaxie qui est géante, celle-ci en rouge là. L'image de celle-ci en vert c'est 4157, la deuxième la plus petite 2403 et celle-ci qui est une galaxie naine de faible brillance de surface. Vous voyez que ici la courbe continue de monter et ici elle est complètement plate. Donc on a des formes différentes et en fait on s'aperçoit qu'en normalisant, alors ici on a pris en fonction de la luminosité, on a des petites galaxies, des petites lumineuses ou petites masses et elles continuent à monter et les autres elles sont assez montantes grâce à un bulbe et puis elles descendent. Donc tout n'est pas complètement plat en fait. Ici c'est la même chose mais avec la vitesse max, ce qui ressemble beaucoup. Hein. C'est une autre façon de normaliser. Donc on peut quand même trouver des courbes de rotation universelle. Ici, on a un exemple frappant qui est ces deux galaxies-là. Elles sont exactement à la même échelle. Donc vous avez une petite galaxie brillante, bien concentrée, mais un peu plus petite. Et ici, une galaxie relativement grande, mais de faible brillance de surface. Celle-ci. Alors, la plus grande, c'est celle-ci. Elle a une courbe de rotation qui va jusqu'à plus de 50 kPa en vert. C'est la matière totale avec la matière noire et les baryons sont ici. Alors que pour la petite, vous avez ces trucs bleus. Alors est-ce qu'il y a un rayon caractéristique où elles vont donner la même parce que finalement la vitesse maximum est la même ici. Ce que vous observez, on arrive à la même avec le maximum. Elle devrait se trouver dans la même catégorie, donc la même courbe de rotation. Et en effet, si vous voyez ces deux courbes là, qui paraissaient complètement différentes, eh bien, vous renormalisez au rayon optique, qui est un facteur 3 entre les deux, et vous voyez que ces deux sont la même courbe. Donc on a bien, pour chaque masse, pour chaque vitesse maximum, on a exactement la même forme de courbe. C'est vraiment la courbe universelle. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans ces petites galaxies naines qui sont dominées par la matière noire. Ce qu'on voit, c'est des petites rides comme ça sur la courbe de rotation mesurée. Là, tout ça, c'est les barres d'erreur qui sont mesurées. On voit que dans une galaxie comme ça, une toute petite, hein, vous voyez que la galaxie optique, c'est en noir ici, et les contours, c'est le gaz hydrogène atomique. On voit que les étoiles, ce qui est dû aux étoiles est à peu près négligeable. Le gaz a une masse plus grande que la masse des étoiles, et puis la matière noire domine dès le début. Vous êtes complètement dominé par la matière noire. Et donc, ce qui est très amusant, c'est que si vous êtes dominé par ce halo sphérique de matière noire qui n'a pas de structure, comment se fait-il que la courbe de rotation et toutes ces fluctuations qui sont dues finalement à l'irrégularité, les bras spiraux, etc., qu'il y a dans le disque. Donc ça nous indique que c'est un indice qui a donné une petite idée que peut-être tout était dû au baryon et qu'il suffisait de modifier peut-être la gravité. Bon, ça c'est un indice. Donc cette courbe de rotation universelle, donc je le reprends, hein, nous avons plusieurs façons de la normaliser, mais ici nous avons l'optique, les courbes montent encore, et puis ici le gaz, hein, ici le gaz H1 et ici l'optique. Donc on a une certaine universalité. Par contre, on voudrait savoir où on s'arrête. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de conspiration comme on voyait autrefois. Autrefois, on était un petit peu surpris de voir qu'on avait quelque chose de plat, c'est-à-dire que si le disque tombe et le halo monte, à chaque fois, ils se conspirent entre eux pour avoir quelque chose de plat. Si l'un dominait, on devrait avoir quelque chose qui tombe, ou alors que la matière noire domine, on va avoir quelque chose qui monte. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, on a quand même des naines dont la courbe de rotation monte encore, des intermédiaires où c'est plat, et puis il y a aussi des courbes de rotation qui descendent. Donc on n'a pas une conspiration comme on le pensait autrefois. C'est-à-dire qu'autrefois on n'avait pas toute la diversité des géantes et des naines. Maintenant on s'aperçoit que les courbes de rotation ne sont pas aussi plates qu'on le pensait. Alors pour les galaxies elliptiques, le gros problème c'est qu'elles ne tournent pas. Jusque dans les années 70-80, on pensait que l'aplatissement de ces galaxies, quand on les voit, il y en a qui sont des ellipses, donc aplaties, eh bien, n'est pas dû à la rotation, comme pour les spirales. Les spirales, on a du gaz au départ qui s'aplatit, et l'aplatissement est bien dû à la rotation. Ici, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi? On pense que
ces galaxies elliptiques sont dues aux fusions de galaxies spirales. Vous avez deux galaxies spirales ici qui vont entrer en collision, fusionner. Et vous voyez que la dispersion de vitesse va être beaucoup plus grande dans cette direction. C'est un souvenir de cette dispersion, puisque les étoiles ne rentrent jamais en collision, elles ne vont pas dissiper cette énergie. Et on aura beaucoup plus d'énergie dans cette direction que dans celle-là. Et c'est ça qui crée l'aplatissement. C'est-à-dire qu'il y a plus de dispersion d'un côté, donc elle va être plus large, et moins de dispersion de vitesse, qui va moins contrebalancer la gravité. Donc l'aplatissement est dû à une distribution anisotrope des dispersions de vitesse. Donc l'agitation des étoiles est plus grande dans une direction que l'autre, et donc c'est pour ça qu'elles sont allongées. Mais elles ne tournent pas. Alors, à ce moment-là, on ne sait plus comment les déprojeter. Quand vous avez un disque, on a vu que les spirales, c'est un disque très mince. Quand on voit une ellipse dans le ciel et que c'est une spirale, on peut la déprojeter très facilement. Vous avez un cosinus i et puis c'est tout. On pense au départ que c'est un disque et on le déprojette. Si c'est pas un disque, comment on le déprojette? Dès que vous voyez une ellipse, est-ce que ça va être un sphéroïde? Alors c'est pas sûr même que ce soit deux axes égaux, il peut y avoir trois axes différents. Mais s'il y en a deux axes presque égaux, on peut avoir les deux axes égaux sur les grands axes, c'est-à-dire comme une galette. On appelle ça oblate, un disque, une galette. Ou alors les deux axes égaux, c'est les petits axes. Donc ça, c'est le ballon de rugby, le cigare. Et ça, on n'en sait rien, en fait, quand on projette. On ne sait pas quelle est la forme des galaxies elliptiques. Donc ça, c'est pour savoir quelle est la dynamique de ces objets et en connaître la matière noire. C'est une difficulté supplémentaire parce que pour avoir sa matière noire, on va se baser sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, un petit peu comme pour la rotation. Mais là, on ne sait pas si les vitesses sont radiales ou si les vitesses sont tangentielles, etc. Il y a une anisotropie des vitesses qui complique l'aspect. Mais tout de même, on peut tirer, en fonction de la dispersion de vitesse, qu'on va supposer radiale, tangentielle, etc., on peut tirer une relation d'échelle, un petit peu comme la loi de Tully-Fisher qui donnait la luminosité des galaxies en fonction de leur vitesse maximum. Ici, c'est la dispersion de vitesse, puisqu'il n'y a pas de vitesse de rotation, et la luminosité des galaxies. Et on voit qu'il y a aussi une relation qu'on appelle Faber-Jackson, et qui est un peu semblable, mais avec beaucoup plus de dispersion, ce qui a fait construire plutôt un plan fondamental, qui est un troisième paramètre qui va aplatir un peu la dispersion. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais on peut quand même avoir des relations d'échelle avec les galaxies elliptiques. Alors on a aussi, avec les galaxies spirales, si je reviens à celles-ci, parce qu'elles sont beaucoup plus faciles, on en tire beaucoup plus d'informations sur la matière noire, ici des relations d'échelle en fonction de la densité de surface. On a vu qu'il y avait des faibles densités de surface, on appelle ça LSB, Low Surface Brightness en anglais, ou High Surface Brightness, donc des densités de surface d'étoiles, qui sont très faibles, dans des galaxies naines en général, donc ce sera les couleurs bleues, et rouges, c'est les massives qui ont une forte densité de surface. Et vous voyez que les courbes de rotation, elles sont très plates là-haut. Par contre, ce sont les petites naines qui ont des courbes de rotation qui montent. On voit que cette densité de surface, de baryons, elle est déterminante pour le halo de matière noire. Déjà, on voit que les baryons sont la clé de la distribution de la matière noire. On le voit aussi avec les accélérations. L'accélération, c'est V2 sur R, c'est le principe fondamental de la dynamique. Donc vous avez l'accélération de gravité, et on voit que pour les rouges, alors on a cette fameuse accélération limite, on va le voir, qui va être cruciale dans les modèles de gravité modifiés. Vous voyez que pour les galaxies géantes, comme la Voie lactée, qui sont dans la force brillante de surface, eh bien, l'accélération, elle est très grande au départ, à faible rayon, et on n'a pas besoin de matière noire ici. On a besoin de matière noire que si on descend en dessous de cette accélération, c'est-à-dire en champ de gravité faible, on a besoin de matière noire. Pour les bleus, qui sont les faibles naines, on a besoin de matière noire dès le départ, dès les faibles rayons, et ce diagramme le montre très bien. Donc, à nouveau, c'est la densité de surface et l'accélération qui vous donnent une idée de la distribution de matière noire. Alors, pour modéliser ces halos noirs, il y a plusieurs lois. Il y a une loi qui vient des simulations numériques. Quand on fait des simulations cosmologiques, où on part de fluctuations qui proviennent du Big Bang, on connaît les fluctuations, on les a vues dans le satellite Planck, et puis on attend par la gravité les collapses de ces structures, et on s'aperçoit que la matière noire, quand on fait un calcul de matière noire seule déjà, la matière noire se concentre énormément.
Et la loi de densité que l'on a, c'est la loi qu'on appelle NFW d'après les auteurs du premier papier, Navarro, Frankenwhite. Et cette loi, elle est représentée par cette formule, qui est empirique, hein, la formule, mais ça vient des simulations numériques. C'est-à-dire que pour les petits rayons, vous avez quelque chose qui est en 1 sur R. Donc ici, ça veut dire qu'on a quelque chose qui, lorsque R tend vers 0, ça va tendre vers l'infini. Donc on a une pente 1. En log, ici, on a une pente 1. C'est ce rapport NFW en bleu. Après, lorsque R est grand, eh bien, on voit qu'on a un R3. 1 est négligeable et on a un R3. Donc c'est ça le R-3 qui est ici. Et puis ce qu'on observe en fait est plutôt le cas isotherme où lorsque R est faible on a une constante. Alors c'est bien le cœur. Hein. Le cœur, on appelle ça cœur et cuspide. Ce qu'on observe c'est cette courbe en rouge qu'on appelle courbe isotherme. C'est ce qu'on prédit lorsque l'agitation thermique des particules est à la même température, isotherme. Et en fait, la réalité entre les deux. C'est pour ça que Burckhardt a choisi de prendre une formule qui épouse le cœur qui est observé et puis qui retombe avec la loi NFW à grand R parce que c'est ça qui est observé. Donc on observe ni NFW complètement, ni ISO complètement. On observe un début, un cœur et puis ensuite un R-3. Donc vous voyez qu'ici c'est constant et puis ensuite c'est en R-3 alors que là ce serait en R-2. Donc on a ces trois possibilités, celle-ci qui est due aux simulations, celle-ci qui est due à la théorie des isothermes, et puis celle-ci qui est empirique. On sait que c'est ça qui est observé, la verte, là, la verte qui est observée. Donc on fait des modélisations de ce type. Alors ici, ça dépend beaucoup de la luminosité, comme on vient de dire, hein, faible luminosité, haute luminosité, et on peut le mettre en fonction de plusieurs paramètres. Ces paramètres, c'est la fraction de matière noire en fonction de la densité centrale de halo, de la taille du cœur, et on voit que les galaxies se trouvent sur cette courbe. Alors les petits points jaunes, c'est les petites galaxies, faibles galaxies, elles ont un cœur assez faible, une forte densité centrale, et puis la fraction de dm est très grande, et puis ensuite pour les grosses, on a une fraction de matière noire qui est faible. Donc tout se retrouve, on arrive à uniformiser avec ces paramètres la distribution de matière noire. On s'aperçoit que la densité centrale de matière noire, elle va comme 1 sur R0, qui est la taille du cœur. Alors ça, c'est très important aussi pour avoir une petite idée de la nature de cette matière noire. Vous voyez que cette quantité-là, ρ0, R0, est constante. C'est ce qu'on voit ici, la quantité de densité surfacique de la matière noire. Elle est constante en fonction de la luminosité de la galaxie. Et c'est le contraire de la densité surfacique de baryon. Hein, la densité surfacique de baryon, c'est les points noirs. Ça croît en fonction de la masse. On a vu que les galaxies elliptiques, qui étaient très massives, étaient beaucoup plus lumineuses au centre. Les galaxies naines, beaucoup moins. Par contre, la matière noire, c'est constant. Alors pourquoi c'est constant? Eh bien, on retrouve ici la valeur A0 de l'accélération. Parce que l'accélération, c'est quoi? C'est Gm sur R2, c'est aussi une densité surfacique de masse. M sur R2, c'est la densité de surface de la matière noire. Donc on voit qu'on retrouve encore une certaine constante de A0. Alors il y a aussi autre chose qui est la distribution du gaz. On s'est aperçu que tous les composants dans la galaxie, c'est-à-dire les formations d'étoiles, le H-alpha qui est proportionnel à toutes les étoiles jeunes qui viennent de se former, le CO, le gaz moléculaire, tout ça a été de distribution exponentielle. Il n'y a que le gaz atomique, le réservoir de gaz, qui lui a une distribution un peu plus plate. Et quand on regarde en fonction de la matière noire, eh bien ce gaz a à peu près la même distribution que la matière noire. Ici, vous avez les distributions exponentielles des étoiles qui tombent tout le temps. Et puis le gaz en rouge est assez plat, en 1 sur R. Ici, vous avez une grande variété de tous ces diagrammes de l'araignée, là, avec beaucoup de galaxies. Vous avez des galaxies barrées, par exemple, qui sont très perturbées, d'autres qui ont des interactions. Mais vous voyez que quand on regarde toutes ces galaxies, ce qu'avait fait Albert Bosma déjà dans sa thèse, dans les années 80, eh bien, il avait remarqué que la densité de surface qu'il a appelée petit sigma, ici, densité de surface de matière noire sur la densité de surface de H1 était constant. Dès qu'on allait à un certain rayon externe, au centre, il n'y a pas de H1, donc c'est pas la peine de regarder, donc, dans ce côté, mais dans les parties externes, où la matière noire domine, et le H1 aussi, eh bien on a une constante. Ça fait réfléchir aussi. Pourquoi?
la distribution de matière noire est proportionnelle à celle du gaz. Plus tard, Hoekstra et al. Ont repris un peu de façon plus précise. Ils voient que ce rapport, en effet, est égal toujours à 10. Donc on va voir si on a des idées là-dessus. Alors je reviens à la relation de Tully-Fisher. La relation de Tully-Fisher nous donnait pour les galaxies spirales la luminosité des étoiles en fonction de la vitesse de plateau observée dans les courbes de rotation. Alors pourquoi Tully et Fisher l'avaient fait dans les années 70? C'était uniquement pour avoir un indicateur de distance. Vous voyez que cette vitesse par effet Doppler ne dépend pas de la distance. Donc vous la mesurez, et puis par cette relation qui est assez bien sur des ordres de grandeur vérifiés, vous pouvez en déduire la luminosité intrinsèque de votre galaxie. Comme vous avez la luminosité apparente, vous en déduisez la distance. Donc ça, c'était un indicateur de distance indépendant de la loi d'expansion. Et c'est ce genre de relation qui nous a permis de détecter, par exemple, les vitesses proches de la masse Virgo et de déterminer que l'Aniakea était notre univers local. C'est grâce à cette loi de Tully-Fisher. Mais maintenant, elle nous sert aussi à avoir des propriétés de la matière noire, parce que la vitesse ici du plateau, elle est proportionnelle à la quantité de matière noire que vous avez dans une galaxie. Alors quand on regarde pour les galaxies naines, eh bien la luminosité des étoiles, ça marchait pas très bien. Alors pourquoi? Parce que ces galaxies naines, elles sont dominées par le gaz. Les baryons ne sont pas que des étoiles, le gaz domine, alors que pour les galaxies géantes, vous avez 10% de gaz au maximum ou 5% de gaz. Donc là, il fallait rajouter le gaz. Donc on a, depuis les années 2000, on a rajouté le gaz. Donc cette fois-ci, c'est tous les baryons qui existent, toute la matière visible, ordinaire. Et on voit que cette loi de Tully-Fisher baryonique, elle est vraiment très bien vérifiée. Alors quand on veut regarder le modèle que prédit le modèle standard de matière noire froide, eh bien, ça ne colle pas avec ces observations de la loi de Tully-Fisher. Vous avez ici, quand on fait des simulations cosmologiques, vous prévoyez que eh bien, la masse de baryons, c'est la fraction universelle de baryons, dont on a parlé au début, multipliée par la masse du viriel des galaxies de chaque halo. Et on prévoit quelque chose qui a une pente 3, alors que là, c'est une pente 4 plutôt. Et puis surtout, elle est bien au-dessus. Et c'est exactement ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire qu'on prédit, si vraiment les galaxies gardent leur matière ordinaire, on devrait se trouver sur cette droite. Or, on est bien au-dessous, c'est-à-dire que tous les baryons sont partis. 80% des baryons sont partis et on se retrouve là-dessus. Alors vous voyez que pour les petites galaxies, bon, c'est facile de l'expliquer avec supernovae. Les supernovae donnent au gaz une vitesse de 100 km par seconde environ. Donc pour les galaxies qui ont une courbe de rotation de 60 km par seconde, ça suffit pour éjecter le gaz hors des galaxies. Donc vous pouvez dire, OK, on a un certain mécanisme qui permet d'éjecter toute la matière ordinaire. Mais ici, ça ne correspond pas du tout, puisque les vitesses de rotation, c'est 300 km par seconde. Donc une supernovae, ça va faire un effet de fontaine, et puis le gaz va retomber, et puis on n'aura pas l'effet qu'on recherche, c'est-à-dire où sont partis les baryons. Et bien là, alors on essaie de montrer que peut-être les trous noirs, qui sont bien plus puissants que les supernovae, pourraient, avec leur vent, pousser le gaz hors dehors des galaxies. Mais il faut pousser 80% du gaz. Alors ça, c'est encore une hypothèse qui n'est pas encore vérifiée, parce qu'à chaque fois qu'on voit un noyau actif, un quasar, un noyau qui est vraiment en train d'éjecter du gaz, mais il en éjecte une petite partie seulement, et ça ne suffit pas du tout. Alors la seule chose sur laquelle on pourrait encore compter, c'est la galaxie a eu plusieurs épisodes actifs, et c'est seulement en sommant une dizaine ou une vingtaine de ces épisodes que peut-être on arrive à éjecter le gaz. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on voit un noyau actif, il éjecte du gaz, mais c'est une quantité négligeable par rapport à tout ce qu'il faudrait. Et puis nous avons aussi cette relation qui est aussi encore très intéressante pour savoir quelle est la nature de la matière noire. Vous avez l'accélération, on a vu que l'accélération était clé pour comprendre la distribution de la matière noire. Ici vous avez l'accélération due à la matière visible, et puis l'accélération qui est observée avec la masse dynamique, les courbes de rotation. Vous voyez que pour les grandes accélérations, donc les grandes galaxies, les galaxies massives, etc., eh bien c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de masse invisible. Et puis ce n'est que lorsque vous allez sur les petites accélérations, en dessous de ce fameux A0, cet A0 est quand même très petit, eh bien vous avez une accélération qui est bien supérieure
à celle qui est donnée par la matière visible. Et c'est là que vous avez toute votre matière invisible, matière noire. Donc, vous voyez, c'est ce genre de relation qui va pouvoir vous donner une petite indication si jamais vous voulez modifier la gravité, par exemple. Alors, je n'ai pas énormément de temps, mais je dois dire que tout ce schéma de courbe de rotation que je vous ai décrit dans cet exposé, il suppose que les orbites du gaz et des étoiles sont circulaires. En fait, la plupart du temps, c'est vrai pour le gaz, parce qu'il est très dissipatif, mais tout de même, on a parfois des barres. Et lorsqu'on a une barre, on a une déformation en S, comme ça, caractéristique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les orbites sont très elliptiques, et donc elles sont supérieures à la vitesse keplérienne d'un côté et inférieures à la vitesse keplérienne de l'autre. Donc il faut simuler ça si on veut vraiment avoir la réalité de la matière noire. Par exemple, ici, vous avez une barre, c'est une simulation, hein, vous avez une barre. Évidemment, si elle vient vers vous, vous avez une forte vitesse, bien au-dessus de la vitesse circulaire attendue. Et si vous êtes dans les axes de symétrie de la barre, vous n'allez pas le voir, en fait. Que ici, vous aurez la vitesse très rapide, parallèle à cette ellipse. Elle ne va pas être vue parce qu'elle n'est pas radiale. Et donc, vous avez des barres que vous ne verrez pas. Et vous vous trompez complètement sur la masse dynamique et la distribution de matière noire. Donc tout ça, il faut le corriger. Vous voyez un peu les corrections ici. Et c'est quelque chose qui est quand même assez délicat. On commence à mieux comprendre tous ces effets. Par exemple, ici, celle-ci, elle est vraiment caractéristique parce que la barre est à 45 degrés. Donc ici, vous avez une correction assez importante à faire. Et puis, vous avez aussi les perturbations extérieures. Vous avez des disques qui sont gauchis, en général par des interactions entre galaxies. Ici, vous voyez un petit peu le schéma. Le centre de la galaxie est vraiment dans un plan, mais l'extérieur a été, par les forces de marée, complètement perturbé. Donc vous voyez que l'araignée, elle est vraiment comme une araignée un peu écrasée. Vous avez une perturbation dans les parties externes qui est due à cette inclinaison qui est différente. Et donc il faut aussi corriger de cela. Alors évidemment, il y a aussi des orbites inclinées complètement non circulaires. Ça, c'était très intéressant pour essayer de déterminer la matière noire en dehors du plan. Parce qu'en général, on a les courbes de rotation dans le plan, et on n'a pas la distribution de la matière noire. Et est-ce qu'elle est sphérique, est-ce qu'elle est aplatie ou pas? C'est avec des galaxies de ce type, lorsqu'on a l'accrétion qui fait un nanopolaire, qu'on va pouvoir la voir. Alors ça, c'est pas facile parce qu'en fait, on a quelques galaxies comme cela, mais on ne sait pas si les galaxies sont rencontrées ou si, comme on la voit dans cette simulation, en fait, c'est qu'une galaxie a commencé à accréter à partir d'un filament, puis ensuite elle a accrété à partir d'un autre filament qui était perpendiculaire, et finalement il n'y a pas eu d'interaction entre galaxies. Donc tout ça, ce sont des effets un petit peu difficiles. Et donc j'en terminerai avec l'évolution en fonction du redshift, en fonction du temps. Donc quand on remonte le temps, est-ce que la formation des galaxies s'est faite d'abord en matière noire, puis ensuite les baryons? Est-ce que le défaut entre la fraction de baryons de l'univers et la fraction de baryons des galaxies existe encore à grand redshift? Et ça, on ne le sait pas bien. Ce qu'on a, c'est qu'on a le début, c'est vraiment le début de cette observation. On a ici le rapport de la masse dynamique sur la masse baryonique en fonction du redshift. Donc quand on va assez loin, et ce ne sont que des traceurs optiques, parce qu'on n'arrive pas encore à voir le gaz atomique à ces grands redshifts, hein, les redshifts de 1, 2, etc. On a l'impression que ça descend en fonction de la masse stellaire ici, la couleur c'est la masse stellaire, en fonction du rayon, c'est beaucoup moins clair, et en fonction de la densité surfacique du baryon, là c'est encore moins clair. Donc vous voyez, on est en train d'essayer de savoir si, lorsqu'on remonte le temps, on va peut-être avoir plus de matière noire ou moins de matière noire en fonction du redshift. Ici, un exemple de galaxie où on a une courbe de rotation de l'araignée, mais vous voyez, les galaxies sont très petites, on a quelques pixels, et c'est quand même assez mal déterminé par rapport à ce qu'on fait localement avec des grosses galaxies. Quand on met la fraction de matière noire en fonction du rayon, de la masse, etc., ça n'a pas beaucoup, c'est un nuage de points. Par contre, en fonction de la densité de surface baryonique, encore une fois, ça a une forme un peu plus significative. Donc peut-être toujours les baryons sont la clé. Donc je conclurai ici que le meilleur traceur donc, pour les parties externes des galaxies, c'est le gaz atomique H1 qu'on observe à 21 cm de longueur d'onde. On a vu plein de
carte de cela. Pour les parties internes, il nous faut l'optique H-alpha et puis le traceur moléculaire, car ça nous permet d'avoir beaucoup de résolution au centre et de savoir s'il y a un cœur ou une cuspide. Et puis, pour les halos noirs, on arrive à trouver des courbes universelles et puis peut-être en tirer des choses sur la nature des particules de matière noire ou alors de gravité modifiée, etc. Et il faut certainement tenir compte des déformations et de l'évolution en fonction du redshift. Donc je m'arrêterai là. Merci.